rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leurs recherches et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des rencontres audio d'implication philosophique. Je reçois aujourd'hui Laura de la Tremblay, qui est doctorante en philosophie, en co-tutelle entre les archives Husserl de l'ENS et l'unité d'histoire et philosophie des sciences de l'Université de Genève. Elle réalise sa thèse sous la direction de Yann Lachy et de Michel Bitbol. Son sujet de recherche mêle phénoménologie et interprétation de la physique quantique. Nous allons ensemble aujourd'hui revenir sur son parcours de chercheuse avant d'évoquer son travail. Bonjour Laura. Bonjour Mathilde. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode des rencontres audio d'implication philosophique. Je vous propose pour commencer de parler de votre parcours de chercheuse et nous dire peut-être pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de faire une thèse et nous présenter éventuellement votre parcours. Oui, déjà merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors mon parcours est un peu atypique parce que j'ai fait une licence en physique d'abord, donc à l'université Pierre et Marie Curie, qui est maintenant Sorbonne Université. Et après ça, j'ai pu intégrer un master de philosophie des sciences, dans lequel j'ai fait un mémoire de recherche, qui était un mémoire qui était centré sur la mécanique quantique. Et c'est ce mémoire-là qui a finalement donné ma thèse actuelle. D'accord. Voilà. Pour cette thèse, je n'ai pas précisé, mais vous êtes donc en train de la terminer. Est-ce que vous avez suivi une méthode particulière ou... Alors, elle est particulière, oui, parce que comme mon parcours était incomplet et en physique et en philosophie, j'ai dû me remettre à niveau dans les 2 domaines. Donc en fait, j'ai dû, raccrocher un peu les wagons en mécanique quantique, pour ce qui est de la physique, et de l'autre côté, il fallait que je rattrape beaucoup de lectures en philosophie, en phénoménologie, donc surtout en lisant Husserl et puis toute la littérature secondaire. Et ça, effectivement, ça a occupé quand même beaucoup le début de mon parcours de thèse. Ensuite, je pense que c'est classiquement, j'ai lu puis écrit des articles, voilà. Et alors, pendant ces différentes années, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en particulier? Peut-être des difficultés propres au début, que celles qui sont propres à la fin de la thèse? Et j'entends le terme difficulté au sens large, à savoir des difficultés à la fois sur le plan, humain, du travail, ou bien des difficultés scientifiques plus particulières? Alors oui, les difficultés scientifiques, elles sont, enfin pour ma part, elles ont été celles d'essayer de me spécialiser dans les 2 domaines. Alors je sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, c'est vraiment une difficulté parce qu'on se sent toujours illégitime dans l'un ou l'autre. En particulier, moi, je m'adresse à 2 publics. Le public des physiciens, qui est pas forcément très, au fait de la philosophie et notamment de la phénoménologie, et de l'autre côté, le public des philosophes qui, eux aussi, sont un peu de temps en temps méfiants avec tout ce qui est de l'ordre de la physique. A raison, mais du coup, il faut savoir s'adresser à ces 2 publics-là et c'est parfois compliqué. Et sinon, la réalisation de la thèse elle-même, c'est-à-dire le statut social du doctorant, moi, je trouve que c'est un statut qui est très compliqué. On a beaucoup de tâches qui sont annexes, on nous demande de faire beaucoup de choses qui finalement nous déconcentrent. Finalement, la thèse, ça ressemble pas du tout au travail de master. On a l'impression que c'est un grand mémoire, la Oui, thèse. C'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, on est vraiment dans le monde du travail, on est impliqué dans des tâches oui. qui nous dépassent un petit peu. Et qui ne nourrissent pas forcément la thèse? Et Donner des cours, par exemple, alors ça peut la nourrir, c'est vrai, mais en réalité, donc c'est vrai, effectivement, le travail de préparation des cours peut nourrir le travail de thèse, sans aucun doute. Après, tout ce qui est annexe, l'organisation, le Bien contact avec sûr, les oui. étudiants, la correction des travaux, et cetera, tout ça, c'est des choses qui, finalement, ajoutent beaucoup d'angoisse à une Mmh. situation qui est déjà angoissante, celle de produire un manuscrit, de 300-600 pages, Bien sûr, oui. en un temps limité. Oui. Voilà. On va aborder à présent des questions liées à votre sujet de recherche, qui est donc, si j'ai bien compris, les fondements phénoménologiques de la mécanique quantique. Et j'aurais voulu savoir, pour commencer, qu'est-ce qui, dans votre parcours, à la fois personnel et philosophique, vous a conduite à vous intéresser d'une part à la phénoménologie, d'autre part à la physique quantique, et à faire cette hypothèse qu'il existe un lien entre les deux? Alors, pour être tout à fait honnête, le lien entre les 2, il est venu tardivement et c'est, sur une idée originelle de mon directeur de thèse actuel. Moi, à l'origine, je m'étais intéressée à la mécanique quantique parce que j'avais, entamé des études de physique. Donc j'ai Oui, toujours été passionnée de physique, je voulais devenir astrophysicienne comme, tous les gens qui aiment la physique quand ils sont jeunes. Et petit à petit, dans mon parcours, universitaire, je me suis rendu compte que les questions,
que je me posais à moi-même sur la nature de la réalité, la nature de l'univers, sur quelle était la vraie nature de la matière, etc. Tout ça, ça n'était pas des questions auxquelles on répondait à l'intérieur des études en physique. Et en fait, tout naturellement, moi, je m'étais intéressée aux écrits d'Heisenberg. Donc, j'étais fan d'Heisenberg. Et je me suis rendu compte que le seul parcours... Qui est peut-être précisé qui a Heisenberg Oui, pardon. pour nos auditeurs et auditrices. Oui, qui est un physicien, qui est un des fondateurs, enfin, il est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la mécanique quantique matricielle. Et il a écrit beaucoup de choses, et notamment des ouvrages qui sont des ouvrages un petit peu holistiques, donc qui parlent de la nature du monde à partir de ses découvertes en mécanique quantique. Oui. Et je me suis rendu compte que ces écrits-là, ils n'étaient pas étudiés en études de physique, on ne les trouve pas en faculté de physique, mais on les trouve en philosophie. Et donc, je me suis orientée vers la philosophie, et c'est dans ce master en philosophie ensuite que j'ai pu découvrir la phénoménologie. Le lien entre les deux a été fait au moment de mon master en revanche, et là, c'est une idée de mon directeur de thèse. D'accord. Et vous êtes intéressée à la phénoménologie dans le cadre de ce master de philosophie des sciences. C'est pas forcément, je vous pose la question parce que c'est pas forcément évident, c'est pas forcément une tradition qu'on étude Non, en effectivement. philo des sciences. En fait, on avait un cours qui était très intéressant, même si très dense. C'était une espèce de remise à niveau en philosophie. Donc en fait, à l'intérieur, on nous présentait, il y avait 1 ou 2 séances par courant philosophique, et puis il y a eu une ou 2 séances qui étaient consacrées à Husserl et la phénoménologie, donc très dense à traiter en 2 à 4 heures de cours. Et vraiment, je trouve que ça a été le moment un peu... La révélation. De révélation, oui. Alors, à présent, rentrons peut-être plus dans le détail de votre sujet de recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi est-ce que vous travaillez précisément? Quel est peut-être le titre même de votre thèse, si vous en avez décidé? Alors oui, pour l'instant, c'est fondement phénoménologique de la mécanique quantique à travers le cubisme, qui est une interprétation de la mécanique quantique. Alors cubisme, ça s'écrit Q-B-I-S-M, le Q pour quantum, et c'est l'acronyme en fait de quantum Bayesianism. Donc c'est une interprétation qui est dite bayésienne de la mécanique quantique. Et moi, j'essaye de faire le lien avec la phénoménologie, et je m'aide de la phénoménologie de Husserl particulièrement pour alimenter toute l'ontologie qu'il y a derrière le cubisme. Cette interprétation, elle est dite bayésienne, donc en fait, on considère que la mécanique quantique est une théorie... Peut-être encore une fois préciser qu'est-ce que ça signifie. Pardon, vous alliez peut-être le faire, mais bayésienne, ça vient du théorème de Bayes. Donc Oui. en fait, c'est l'idée que les probabilités... En fait, on utilise la théorie des probabilités conditionnelles et des probabilités qui se modifient au cours des expériences. Voilà. D'accord. C'est une théorie qu'on qualifie souvent de subjectiviste, qui s'inscrit dans un courant subjectiviste. Et moi, à l'intérieur de ce courant subjectiviste, je prends la voie du subjectivisme le plus radical. Voilà. D'accord. Et quand vous dites subjectiviste, c'est donc par opposition, j'imagine, à des interprétations objectivistes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'autres types d'interprétations, voilà, qui seraient objectivistes ou même subjectivistes, mais différentes de celle à laquelle vous vous intéressez, et quel est le rapport entre ces différentes interprétations? Oui, alors, pour parler juste des probabilités, moi j'ai l'habitude de donner cet exemple-là. C'est que si on imagine, donc comme un exemple classique en probabilité, on imagine qu'on va lancer un dé, le dé est parfait dans un environnement parfait, on imagine qu'un dé à 6 faces a une chance sur 6 de tomber sur l'une des faces. Voilà. Ça, c'est dans l'exemple classique. Maintenant, je lance mon dé, le dé tombe sur une face. Est-ce que ce dé a ou avait une chance sur 6 de tomber sur la face 1, par exemple? Est-ce que cette propriété appartient au dé? Est-ce que c'est quelque chose qui provient de l'objet dé? Ou bien est-ce que c'est sa moi... structure physique? Exactement. Est-ce que c'est une propriété comme peut l'être la masse ou n'importe quelle autre propriété? Ou bien est-ce que c'est moi qui ai lancé le dé, qui estime que le dé a une chance sur 6 de tomber sur cette face? Et là, 2 interprétations s'affrontent. Elles sont un peu inconciliables, parce qu'on ne peut pas imaginer en même temps que c'est quelque chose qui appartient au dé, qui est donc d'un côté objectif, ou de l'autre que ça provient de moi qui lance le dé, et donc subjectif. Et quand vous dites appartient au dé, j'ai l'impression que ça veut peut-être dire aussi réel, que ça s'adosse à une forme de réalisme. Ça signifie que le dé existe, pour le exactement. dire. Oui. Ça s'appuie sur l'idée que le monde est extérieur à nous, qu'il est indépendant de nous, et que les probabilités sont finalement une manifestation du réel comme n'importe quel autre. Et de l'autre côté, imaginer que les probabilités sont subjectives, donc les placer du côté du sujet, très rapidement, on peut se rendre compte que ça enlève beaucoup de discours sur le monde. De parti pris ontologique. Exactement. Et donc nous, on va essayer de s'inscrire à l'intérieur de ce courant-là, c'est-à-dire d'interpréter les probabilités utilisées en mécanique quantique comme des probabilités
subjectivistes. Donc des probabilités qui sont tournées du côté du sujet. Donc, pour vraiment le caricaturer, c'est l'idée de dire que, par exemple, un physicien ou une physicienne qui fait des expérimentations dans son laboratoire de mécanique quantique fait des paris sur le monde. Elle estime quels seront les résultats qui vont apparaître sur son dispositif, mais ça reste uniquement du côté du sujet. Il n'y a plus du tout de probabilité qui proviendrait de la réalité, qui proviendrait du monde physique lui-même. D'accord. Voilà. Et quand vous disiez que c'est une des interprétations subjectivistes les plus radicales, qui vont le plus loin dans le subjectivisme, si j'ose dire, en quoi est-ce que c'est plus radical qu'un autre type d'interprétation? Oui, alors si on reprend notre exemple du dé, le dé qu'on a lancé, et on se place du côté du sujet. Donc ça veut dire que moi qui lance le dé, j'estime que le dé a une chance sur 6 de tomber sur telle face. Et je fais une centaine d'essais, et là je me rends compte qu'il y a, je sais pas, 50 sur les 100 tombent sur 1, par exemple. D'accord, Donc là je vais oui. modifier mes probabilités. Est-ce que le fait que je modifie mes probabilités est basé sur le fait qu'il me manque des connaissances sur le Oui. dé, donc des connaissances réelles qui, là encore, appartiennent au monde, ou est-ce uniquement du côté du sujet, c'est-à-dire que je fais des C'est estimations, comme un pari? Ouais. exactement, juste comme un pari. C'est-à-dire que je fais des paris, mais qui n'a finalement aucun lien Avec le monde, avec le monde, avec une réalité qui serait en dur, mais uniquement avec mes estimations. Je conditionne mes estimations futures en fonction de tout ce que je viens d'observer. Et donc là, on a deux interprétations qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le subjectivisme. L'une qui serait radicale, qui serait oui. uniquement centrée sur mes estimations, mes paris personnels, et l'autre qui dirait bah, je fais des paris, mais en fonction d'informations qui seraient objectives sur le monde. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, dans ces interprétations-là, on va quand même admettre le fait que la connaissance peut être objective, c'est-à-dire Exactement. objective au sens universellement partagé, tandis que dans l'interprétation à laquelle vous vous intéressez, on n'a pas cette idée-là d'une connaissance partagée, mais plutôt le fait qu'au contraire, la connaissance est toujours Ouais. subjective au sens voilà, le plus Exactement. radical. Et même, D'accord. même plus qu'universelle, elle serait même extérieure, C'est ça, externe. d'accord. Oui. Et là, du coup, on n'en a pas besoin dans une interprétation subjectiviste radicale. Il n'y a plus besoin d'estimer que la connaissance ce serait. En fait, c'est juste qu'on n'a pas besoin de cette hypothèse. C'est Oui. pas que ça n'existe pas. Oui. C'est juste On qu'on ne n'a se plus prononce besoin. pas dessus. Exactement. Ouais. D'accord, d'accord. Donc on se débarrasse des fameux partis pris ontologiques que Exactement. pouvait sous-entendre l'objectivisme comme le subjectivisme. Exactement. Bien sûr, comprendre la mécanique quantique à partir de la vision cubiste donne l'impression que la théorie quantique perd une partie de son pouvoir explicatif, puisque dans cette optique, la mécanique quantique ne porte plus sur les microsystèmes, mais plutôt sur la capacité de l'agent à prédire les résultats expérimentaux. En réalité, entendu de manière phénoménologique, le cubisme dévoile les relations privilégiées qui unissent le physicien et son expérience, tout en révélant la nature de la connaissance dans son ensemble, dont la physique théorique n'est qu'un cas particulier. Du point de vue cubiste, la mécanique quantique n'a pas vocation à être interprétée en dehors des sujets, et c'est ce point qui est également souligné par la phénoménologie. Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, vous défendez le caractère phénoménologique de l'interprétation cubiste de la mécanique quantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce caractère phénoménologique? Qu'est-ce que vous entendez par ce terme? Alors, moi, j'utilise la phénoménologie comme une méthode. Donc, je ne vais pas m'inscrire dans des courants qui sont plus de l'herméneutique, donc de l'étude du texte, de l'étude des traductions et de l'étude des auteurs particulièrement. Moi, je vais utiliser la méthode phénoménologique de Husserl, donc, qui est le fondateur de la phénoménologie, et je vais essayer de l'appliquer à la mécanique quantique. Cette méthode, elle consiste déjà, pour donner une indication, en un premier geste qu'on appelle réduction phénoménologique ou époquée, c'est-à-dire de suspendre le jugement sur le monde. Donc, par exemple, on est là toutes les deux, l'une en face de l'autre. Procéder à une époquée ou à une réduction phénoménologique, ce serait simplement regarder l'expérience d'être là, sans toutes les projections qu'on a l'habitude d'apposer à l'expérience. C'est-à-dire sans tous les jugements de valeur qu'on a sur les objets, toutes les possibilités qu'on imagine, sans notre biographie, juste regarder le moment comme il est, c'est-à-dire regarder l'expérience comme elle est. Et je vais appliquer ça à la mécanique quantique et essayer de redérouler ensuite le fil de l'expérience comme on fait en phénoménologie et de le faire exactement de la même manière en mécanique quantique. D'accord, et je crois que dans un article que vous avez coécrit avec votre directeur de thèse, Michel Bitbol, vous défendez plus précisément le fait que la phénoménologie, d'une part, et l'interprétation cubiste à laquelle vous vous intéressez, d'autre part, partent d'un point d'entrée commun qui est la perception.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos? Oui, alors, donc je vais caricaturer, je vais prendre un exemple qui est l'exemple classique, de vulgarisation de la mécanique quantique. Donc c'est l'exemple du chat de Oui, Schrödinger. On a l'habitude de décrire les états des particules comme des superpositions d'états. Donc l'exemple du chat de Schrödinger, c'est d'imaginer un chat qui est dans une boîte, dans laquelle il y a une fiole de poison et à l'extérieur de la boîte, donc la boîte est totalement opaque, à l'extérieur de la boîte, on peut envoyer une particule. Si elle est polarisée dans un certain sens, la fiole va s'ouvrir à l'intérieur et le chat va mourir à coup sûr. Et si elle est polarisée dans le sens opposé, alors à ce moment-là, la fiole ne s'ouvre pas et le chat est vivant. À partir du moment où on envoie la particule, sans savoir dans quel état elle était au moment où elle a tapé notre détecteur, le chat est décrit comme dans une superposition d'états. Il est mort et vivant. Il est les deux, c'est-à-dire qu'on n'a aucune information sur la boîte, donc on n'a pas encore projeté le chat dans un état de mort ou vivant. oui. Il y a plusieurs interprétations possibles. On peut dire qu'il est dans les deux états et donc essayer d'analyser cette situation qui a priori est un peu contradictoire avec notre sens commun, ou alors essayer de trouver une explication qui est un peu différente. Et moi, je vais essayer de trouver une explication qui est un peu différente. Et cette superposition d'états qui est présente, donc ce chat qui est mort et vivant, Oui. on va essayer de le comprendre de la même manière que la perception chez Husserl. Donc, le chat est mort et vivant avant qu'on l'observe. Et à partir du moment où on l'a observé, on le projette dans l'état, donc soit mort si je l'observe mort, soit vivant si je l'observe vivant. Tout à fait. De la même manière, chez Husserl, la perception procède comme ça. Donc, imaginons une tasse sur une table. Cette tasse, si je la lâche, par exemple, sur le sol, avant que je la lâche, elle est dans une sorte de superposition d'état. Elle est tout à la fois Oui, dans mon imaginaire, cassée, elle rebondit, elle roule par terre, elle oui. renverse du café C'est-à-dire quelque que, en part. fait, l'actualité de la tasse, contient, la virtualité de tous ces états possibles. Exactement, c'est D'accord, exactement ça. Et cette virtualité des états possibles, Husserl appelle ça des horizons de possibilités. Donc il y a tout d'accord. un horizon de possibilités qui appartient déjà à l'actualité de l'objet chez Husserl. Et nous, on va dire qu'en mécanique quantique, c'est la même chose. Il existe déjà un horizon de possibilités qui appartient à l'objet qu'on est en train de définir, mais sans dire jamais que ces états-là appartiennent et coexistent en même temps d'une manière un peu réaliste. Oui, Donc de la même manière, le chat est mort et vivant en même temps pour le sujet qu'il observe. pour le sujet qu'il observe, mais uniquement dans la perspective de la potentialité de l'observation du sujet, de la même manière que la tasse. D'accord. Si on en vient à un sujet un peu plus concret, quelles sont les implications de votre hypothèse pour la mécanique quantique? Alors elles sont nombreuses et elles sont difficiles à digérer pour les physiciens en particulier. Déjà, le cubisme est une interprétation qui n'est pas vraiment favorablement acceptée dans le milieu de la physique. Les conclusions, elles vont être surtout sur le rôle du physicien. De comme on a parlé des probabilités, du fait qu'on était plutôt du côté subjectiviste, Oui, avec la phénoménologie, on remet aussi le sujet au centre tout à fait. Oui. de l'expérience. Et en faisant ça, on retire à la physique son rapport à la réalité directe, qui est un peu le fondement de toute science physique. Et Donc en ce même temps, mouvement-là, pardon, je oui, vous coupe, et en même temps, on redonne aussi au physicien une place centrale, dans la production scientifique, puisqu'on lui reconnaît le rôle justement d'être, oui, à l'origine de la connaissance, tout à fait. enfin. Mais il y a le spectre de la subjectivité qui remplacerait une forme d'objectivité. Donc en Ah fait, oui, c'est tout à fait. l'objectivité dont se réclame la science en règle générale qui est un peu mise Mise à à mal, défaut. oui. Exactement. Et ça, c'est pas tellement accepté dans les milieux de la physique. Donc il faut essayer d'arriver à faire comprendre ce discours, non pas comme un retour au subjectif, parce que c'est pas non plus ce qu'on veut faire. Nous, on veut essayer de recomprendre l'expérience comme étant l'interface d'un pôle sujet et d'un pôle monde, mais que ce monde-là, il n'est pas extérieur à un sujet qui serait indépendant C'est de lui. ça. Voilà. C'est une ontologie du coup, enfin ça conduit à une ontologie un peu plus interactionniste où Complètement, complètement. C'est l'interaction, le monde en entier est l'interaction entre un pôle sujet et un pôle, enfin l'expérience plutôt en entier, oui, et l'interaction entre un pôle sujet et un pôle monde. Mais ils se codéfinissent l'un par rapport à l'autre. Et donc en fait, il n'existe pas ni de monde indépendant de nous, comme la physique l'imagine, ni non plus de sujet d'une manière un peu solipsiste, c'est-à-dire oui, qu'il n'existerait que le sujet pensant en première personne et rien d'autre. Et c'est là où se situe un peu la subtilité du travail et du coup, disons la pédagogie qu'il faut avoir pour s'adresser d'un côté aux physiciens, pour leur dire on ne veut pas d'une physique solipsiste, et de l'autre côté, des philosophes, pour leur dire qu'on se débarrasse bien d'un objectivisme scientiste. De l'autre oui. côté.
Oui, après, je pense que peut-être le terme de subjectivisme effraie effectivement les physiciens parce qu'ils ont peur de cet écueil solipsiste et peut-être que se débarrasser carrément de ce terme-là aiderait aussi, à faciliter, la reconnaissance de cette interprétation, Mmh. et son intérêt épistémique. Oui, oui, complètement et même c'est le mouvement qu'on essaye de faire, de pas parler de subjectivité, mais plutôt, d'interaction entre un pôle sujet et un Tout pôle à fait, monde, par oui. exemple, ou Oui, alors, ça en reprenant le travail de Merleau-Ponty ou bien, les travaux de Bruce Begou ou Renaud Barbaras qui parlent de cosmophénoménologie, d'écophénoménologie ou les travaux de von Uxküll qui parlent d'environnement. Alors on c'est va ça, plutôt oui. parler de sujets qui est, dans un environnement donc qui est déjà, qui imprègne un environnement et plus jamais essayer de distinguer d'un côté un sujet et d'un côté un monde qui C'est serait ça, complètement oui. indépendant. Oui, voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faudrait peut-être se débarrasser carrément de ces catégories sujet-objet, complètement. Parce que le simple fait que ces catégories existent suppose leur séparation. Oui, et leur séparation ontologique et Voilà, oui. voilà, oui, oui, tout à fait. Grâce à l'abstention, qui inhibe tout le mode de vie dont le déroulement n'avait jusqu'ici jamais été interrompu, nous gagnons un complet changement de l'attitude de l'ensemble de la vie, un mode du vivre totalement nouveau. Ce qu'on a atteint est une attitude où l'on s'installe au-dessus de la prédonnée de la validité du monde, au-dessus de l'infinité de l'intrication des fondements cachés des validités mondaines qui reposent toujours les unes sur les autres, au-dessus de tout le flux du divers, synthétiquement unifié, dans lequel le monde possède et regagne sans cesse à nouveau sa teneur de sens et sa validité d'être. En d'autres termes, nous siégeons désormais au-dessus de la vie universelle de la conscience, subjective individuelle et intersubjective, dans laquelle le monde est là, existe pour la naïveté du vivre là-dedans, comme un donné sans question, comme l'universum des données là-devant, comme le champ de tous les intérêts vitaux acquis ou nouvellement fondés. Tous ces intérêts sont mis d'avance hors d'action par l'époquée, et avec eux, hors d'action aussi, l'ensemble de la vie naturelle qui est orientée sur les réalités du monde. Naturellement, et cela aussi est à remarquer, l'époquée actuelle, l'époquée transcendantale, est conçue comme une attitude habituelle à laquelle nous nous décidons une fois pour toutes. Ce n'est donc aucunement un acte passager que sa répétition même laisserait à sa contingence et à son isolement. C'est donc le type de conclusion, auquel vous êtes parvenus, puisque vous me disiez que vous en étiez au stade d'écriture de la thèse? Ouais, alors j'ai 2 types de conclusions. Une qui est plus, terre à terre, disons, qui est une conclusion épistémologique. Donc, je vais essayer de questionner comme on en a parlé, c'est-à-dire le concept d'objectivité en sciences. Comment est-ce qu'on peut penser l'objectivité tout en incluant le sujet dans la réflexion à l'intérieur de la science? Et on n'a pas choisi la mécanique quantique par hasard, et ni cette interprétation évidemment par hasard, mais la mécanique quantique représente un petit peu en science Le cas disons limite, exactement, et puis l'exemplarité de la rationalité, de ce qui se fait de plus sérieux, entre énormes guillemets, en science, et comment est-ce qu'on peut réintégrer le sujet à l'intérieur, et à partir de là, comment est-ce qu'on peut questionner le concept de rationalité et d'objectivité. Ça, c'est pour la conclusion épistémologique. Il y a évidemment des conclusions ontologiques, et là qui sont plus de l'ordre de questionner la nature de la réalité, la nature du monde, avec les exemples qu'on a déjà donnés. Donc plutôt s'appuyer sur ce que nous dit la phénoménologie, c'est-à-dire ne pas distinguer le sujet du monde quand on parle de l'expérience, remettre l'expérience au centre de tout discours, que ce soit philosophique ou physique, et enfin retisser le lien qu'il y a entre philosophie et physique. Le monde dans lequel évolue la physique, c'est le même monde dans lequel évolue la philosophie. Donc il n'y a pas de raison que la réalité dont on parle en physique soit une réalité qui est différente de celle dont on parle en philosophie. Et donc on essaye de raccrocher, disons, de réconcilier la physique et la philosophie, ce qui n'est pas toujours facile. Mmh. Et en vous écoutant, une autre question me vient. Vous séparez du coup ontologie et épistémologie, mais à partir de votre travail, j'ai l'impression que finalement cette séparation-là n'a plus réellement de sens non plus, puisque l'épistémologie, Ouais, c'est juste. englobe l'ontologie, enfin, Oui, puisqu'on oui, non, replace mais le c'est vrai. sujet comme, C'est ouais. vrai. Et même, je vais dire, sans replacer le sujet, un sujet anonyme au centre
de tout discours philosophique. En fait, je vais même replacer le sujet, c'est-à-dire moi, au centre de tout discours. Et donc, il y a tout un travail aussi pour arriver à parler en troisième personne, d'essayer de comprendre qu'il faut s'exprimer toujours en première personne. Donc, pour pouvoir parler d'épistémologie, donc j'ai fait tout un travail sur l'écriture et sur comment est-ce que je peux m'exprimer pour parler d'une ontologie qui ne sépare pas le monde du sujet. Oui. Eh bien, il fallait bien remettre le sujet au centre du travail de thèse. Et je crois que vous me disiez justement à ce propos que vous vouliez, et je ne sais pas si vous avez décidé depuis, écrire à la première personne justement cette thèse. Est-ce que vous avez statué finalement? Est-ce que c'est... Oui, et ça disons que c'est même la conclusion principale de mon travail, c'est ce qui va l'introduire, c'est-à-dire l'écriture en première personne et la remise en première personne de toutes les conclusions auxquelles on arrive et de tout discours auquel on arrive. Et donc dans ce travail d'écriture, donc je vais essayer j'essaye d'abord d'écrire en jeu, donc en première personne, pas un jeu donc qui est anonyme, le jeu moi, c'est-à-dire avec même peut-être des parties qui seraient de l'ordre de la biographie. Comment est-ce qu'on peut élucider ma propre biographie et faire écho au lecteur, à la biographie du lecteur personnel, c'est-à-dire le lecteur, celui qui est en train de lire, pas un lecteur anonyme, pour faire écho et essayer de toucher d'une manière un peu plus expérientielle le sujet dont il est question. Et l'autre partie du travail d'écriture, je vais plutôt me concentrer sur casser la langue. Parce que, en règle générale, on s'exprime en on, même j'ai l'habitude de m'exprimer beaucoup en on, en troisième personne. Et pour moi, c'est un langage qui a en sous-texte, qui a caché une certaine forme de réalisme. Et si ma conclusion, c'est précisément de sortir de cette dichotomie entre subjectivisme et réalisme, ou peu importe, eh bien, il faut aussi que dans la langue, j'essaye de me séparer de tout ce qui est sous-entendu. Et le réalisme, pour moi, est sous-entendu dans une langue en troisième personne. Et donc, je ne pourrais arriver à mes conclusions qu'en une langue en première personne. Et donc, c'est en première personne, et évidemment en cassant le mode du discours académique, qui est un mode très descriptif et un mode très observationnel. Voilà. D'accord, c'est très clair. Merci. Notre rencontre audio va donc se terminer ici sur vos belles conclusions que l'on vient d'évoquer. Écoutez, je vous remercie Laura d'avoir accepté de participer à cette deuxième émission des rencontres audio d'implication philosophique. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, merci et surtout bon courage pour la rédaction de la thèse. Merci. Nous espérons que cette rencontre audio vous a plu. Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées, rendez-vous sur notre site internet.